Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. L'infirmière est le plus souvent représentée une seringue à la main, symbole de la dimension technique des soins et qui correspond au rôle sur prescription. Mais son travail ne se limite pas aux seuls soins techniques. Une part des activités soignantes est de suppléer aux déficiences du patient, faire ce qu'il est empêché de faire parce qu'il est malade, handicapé ou en fin de vie. Ce travail d'assistance s'inscrit dans le registre du corps fonctionnel et de ses besoins fondamentaux avec au centre l'alimentation, l'élimination et l'hygiène corporelle. Il regroupe les soins liés au rôle propre de l'infirmière. Ces soins sont peu valorisés et mettent en évidence les aspects les plus intimes de la vie et de la mort, les aspects du corps qui sont habituellement cachés et refoulés dans nos sociétés occidentales. Les soins de suppléance obligent le soignant à approcher le corps au-delà des limites sociales habituellement respectées, à faire voler en éclats les règles proxémiques, à enfreindre les codes de conduite qui participent au maintien de l'ordre social. Pour réaliser le soin, l'infirmier va découvrir le patient, le déshabiller, le voir nu, le toucher, explorer son intérieur, connaître ses habitudes les plus intimes concernant la digestion et l'élimination. Il va devoir s'intéresser à ses excrétions et gérer ses salissures. La relation soignant-soigné ne ressemble à aucune autre relation interpersonnelle. Le corps est le vecteur sémantique par lequel s'expriment les mises en scène de l'apparence et les techniques du corps pour le soignant, les signes de la maladie et de la souffrance pour le soigné. L'entrée dans le métier se fait par l'entremise du corps, média de la rencontre entre un étudiant venant s'initier à un nouveau rôle, et un patient ayant besoin d'assistance parce qu'il est empêché par la maladie ou le handicap. Avant d'entrer en formation, certains étudiants auront eu l'occasion de s'occuper d'un parent malade, âgé la plupart du temps, ou bien ils auront eux-mêmes été hospitalisés. Toutefois, pour la majorité d'entre eux, le monde hospitalier leur est complètement inconnu. La formation en soins infirmiers se déroule en alternance, entre l'école où les étudiants vont apprendre une théorie sur les pratiques, et l'hôpital où ils vont mettre en pratique ces connaissances théoriques. Le premier stage a lieu quelques semaines seulement après l'entrée en formation, et donne une coloration véritablement soignante et concrète du métier. Cette première confrontation avec la réalité des soins est souvent révélatrice des motivations et des aptitudes à devenir soignant. Ce n'est qu'à partir des premières expériences de terrain que l'engagement va se confirmer ou non. Certains abandonneront après le premier stage. Ils quitteront la formation faute d'avoir pu gérer les écarts entre leur représentation souvent idéalisée du métier et la réalité du terrain. Le premier stage est souvent réalisé en gériatrie ou en EHPAD. Le novice va découvrir la face sombre du corps vieilli et mourant, mis à l'écart dans nos sociétés occidentales. Tous ces corps abîmés sont loin des corps lisses, musclés et propres, mis en avant dans les médias. Ils sont éloignés des valeurs cardinales de la modernité qui sont celles de la jeunesse, de la séduction et de l'hygiène, bref celles d'une bonne santé. La vieillesse traduit un moment où le refoulement du corps n'est plus possible. Il s'expose au regard sous un jour défavorable, témoin du caractère inexorable de la dégénérescence du corps. Ce corps défaillant bouscule dans son apparence et rappelle la précarité et la fragilité de notre condition humaine. Lorsque le stage a lieu dans une unité de soins chirurgicaux ou médicaux, les corps meurtris et souffrants peuvent être effrayants par leurs aspects, leurs stigmates, leurs couleurs, les liquides qu'ils expulsent, les odeurs qu'ils dégagent et les sons qu'ils produisent. La première rencontre avec le corps malade interpelle par sa force et son caractère inédit, car elle ne correspond à aucune autre expérience vécue. L'expérience corporelle est non seulement formatrice mais également fondatrice, elle fait trace dans l'histoire du soignant. L'étudiant va s'éprouver dans cette relation qui l'engage. Les corps ne sont plus effacés par le rituel, ils se montrent, s'expriment et se sentent. Ils apparaissent dans une réalité dépassant souvent l'imaginable. C'est un vrai dépaysement des sens qui s'opère. L'expérience sensorielle est troublante, elle sollicite les 5 sens, faisant naître des perceptions et des sensations inédites. Cette irruption du non familier déstabilise l'étudiant car il menace l'ordre établi, et vient bousculer les repères clés de son existence. En début de formation, l'étudiant a pour seul bagage les convenances, les bonnes manières inculquées par l'éducation pour une vie adéquate en société. Toucher quelqu'un de non familier se limite à lui serrer la main, le dévêtir se borne à l'aider à se débarrasser de son manteau.
En choisissant le métier d'infirmier, il va se retrouver dans un monde social le plus souvent inconnu, où des actes habituellement interdits deviennent quotidiens. Il va être confronté à des pratiques et des discours sur le corps très éloignés de ce qu'il connaît, où il lui est demandé de transgresser les codes habituels de l'interaction, de pénétrer l'espace privé et les secrets de l'intime d'un individu devenu son patient. Les échanges rituels sont d'une autre nature. La conversation peut s'engager sur des sujets aussi surprenants que la digestion, l'élimination, et tous les tracas de la vie quotidienne rarement partagés, tout ce qui est caché et que les autres ignorent. Il va recevoir toutes sortes de confidences, être celui à qui on confie sa souffrance, ses préoccupations, ses angoisses, ses faiblesses et ses peurs. Tous ces comportements peuvent sembler déplacés et considérés comme intrusifs, voire abusifs, tant ils sont contraires aux règles sociales de l'interaction quotidienne décrites par Erving Goffman. À l'hôpital, ils ne sont pas seulement acceptés et attendus, mais ils sont considérés comme des allants de soi, comme une évidence. Cependant, l'évidence est souvent le plus court chemin du mystère, écrit David Le Breton tout en relayant la belle formule d'Edmond Jabès. Au cœur de l'évidence, il y a le vide, c'est-à-dire le creuset du sens que chaque société forge à sa manière, avec des évidences qui ne sont telles que pour le regard familier qu'elles suscitent. L'évidence est événement pour l'étudiant en soins infirmiers, en début de formation. Bien que le corps soit omniprésent dans la pratique soignante, la formation en soins infirmiers en parle peu ou bien l'aborde sous ses aspects anatomo-physiologiques, hygiénistes ou ergonomiques. Dans les manuels scolaires, le corps est abordé sous un angle mécanique, découpé selon ses grandes fonctions. La question de la gestion de ces excrétions est implicite, seuls ces aspects mesurables et quantifiables sont abordés. Le vocabulaire utilisé est polissé, on ne parle pas de ces choses-là. Cette perspective fonctionnaliste du corps-objet laisse peu de place au corps-sujet, voire au corps sensible. Un relatif silence entoure la question du vécu du corps. Celle-ci, faisant partie du domaine du tabou, est évincée comme s'il n'y avait rien à en dire. Les soins d'hygiène sont abordés lors des travaux pratiques. L'apprentissage de la toilette se fait sur un mannequin, sous une forme très technique, une suite de gestes à réaliser dans un ordre bien établi. Les différentes étapes à respecter sont décrites dans une procédure de soins. Les étudiants vont se construire sur ces discours mécanistes qui n'intègrent pas la dimension sensible du corps malade, qui élude toutes les perceptions sensorielles liées aux différents aspects existentiels du corps, tels que ses déchets et ses odeurs, auxquels les infirmières sont confrontées quotidiennement. La formation ne prépare pas aux conséquences de la mise en œuvre de ces techniques, et à la façon de les gérer socialement. Les étudiants n'apprennent pas à gérer les sentiments de gêne, de honte et d'embarras qu'ils risquent de ressentir lors de la réalisation de leur première toilette sur un vrai corps. Ils n'apprennent pas à dépasser la peur qu'ils peuvent percevoir sous différentes formes. Peur de leur propre réaction devant le corps nu, peur de mal faire ce qu'on leur demande, peur de faire mal aux patients se mêlant à la culpabilité d'être responsable de cette douleur. Tous ces ressentis sont marqués par l'ambivalence, et font quelquefois douter des capacités à être soignants. Leur interprétation est un travail d'autant plus complexe que certains ressentis peuvent sembler inappropriés. Le dégoût, par exemple, est le plus souvent passé sous silence car perçu comme un manque de professionnalisme. Cet ouvrage a pour ambition d'éclairer la posture délicate des étudiants en soins infirmiers lorsqu'ils réalisent leurs premiers soins et se donnent en représentation dans l'intimité d'une chambre d'hôpital. La réflexion s'appuie sur une longue enquête menée auprès d'étudiants en première année de formation et dans le cadre d'un doctorat en sciences de l'information et de la communication. Le corps abordé dans les trois parties qui composent l'ouvrage est le corps sensible, au sens du corps comme caisse de résonance de l'expérience à la fois sensorielle, affective, perceptive, cognitive et imaginaire. Le corps est questionné dans sa réalité de corps malade, de corps sentant et ressentant, de corps média, dans la relation soignant-soigné permettant dans un même mouvement de manifester et de communiquer des émotions, de percevoir, d'intégrer et d'interpréter ses propres émotions mais aussi celles des autres. Dans une première partie, le corps est envisagé dans sa relation au monde, support de la transmission des messages sensoriels. La sociologie et l'anthropologie du corps et des sens sont largement sollicitées pour comprendre comment chacun des sens de l'étudiant est mobilisé dans son rapport au corps malade, comment les sensorialités lui permettent d'appréhender ce nouvel environnement. En franchissant les murs de l'hôpital,
le profane se retrouve confronté à des odeurs inattendues, des sons, des usages du regard et du toucher qui l'obligent à sentir autrement, à toucher et regarder autrement. La deuxième partie aborde le corps comme médiateur des émotions et s'intéresse plus particulièrement aux soins d'hygiène corporelle, regroupés sous le terme générique de toilette. Soin emblématique de la première année de formation, la toilette dévoile tout ce qu'il ne faut pas voir et savoir, tout ce qui doit rester caché. La résonance corporelle est forte et les perceptions sensorielles sont troublantes, elles font naître des sensations inédites, des sentiments et des émotions qui s'imposent et qu'il faut apprendre à gérer. Elles ravivent les fantasmes liés à tout ce qui touche à la saleté, à la pudeur, aux interdits, aux traces incorporées durant les premières socialisations. La troisième partie cherche à saisir toute la complexité des soins d'hygiène, théâtre de multiples interactions avec de nombreux corps à corps entre soignants et soignés. La microsociologie de Goffman dialogue avec les mécanismes de défense de la psychanalyse et le travail émotionnel conceptualisé par la sociologie. Le dispositif de soins dévoile ce qui se joue dans le moment critique de la rencontre où l'étudiant se met en scène, à l'épreuve du corps et de ses émotions, où il s'expose au danger de perdre la face ou de faire perdre la face au patient. Entre régulation, contrôle et travail émotionnel, l'étudiant va user de stratégies pour se protéger contre certains affects pénibles et conserver le contrôle de la situation. L'habit professionnel participe à la théâtralisation et la mise en scène de l'étudiant. Il est protection symbolique et autorise la transgression de certains interdits. Il sert de filtre contre les stimulations sensorielles. Hyperception du monde soignant et DESORDRE des sens. Le corps est la condition humaine du monde, ce lieu où le flux incessant des choses s'arrête en signification précise ou en ambiance, se métamorphose en images, en sons, en odeurs, en textures, en couleurs, en paysages. Nos sens nous donnent à voir, à entendre, à goûter, à sentir. Ils font le lien entre l'intérieur de notre corps et ce qui l'entoure. Le monde ne se donne qu'à travers la conjugaison des sens. Ils nous informent sur le monde et nous permettent de le connaître. Ainsi, nous évoluons sans encombre dans les méandres sensibles de notre environnement familier, où les odeurs, les sons, les bruits et les images s'enchaînent naturellement et font sens. Entre la chair de l'homme et la chair du monde, nulle rupture, mais une continuité sensorielle toujours présente qui répond simultanément à une continuité de signification. Entre le monde ordinaire et le monde hospitalier, il y a rupture dans cette continuité. Les corps malades et souffrants, défigurés ou négligés, se donnent à voir, à sentir, à entendre et à toucher, pour tous les soins qu'ils réclament. Les visages, des regards, des peaux, des plaies, des odeurs, des bruits. Impossible de faire abstraction de toutes ces stimulations sensorielles. L'étudiant est dans l'expérience sensible d'un monde nouveau qui s'offre à travers de multiples perceptions sollicitant ses 5 sens. Il se retrouve immergé dans une ambiance inconnue, submergé par cette profusion sensorielle de chaque instant. Les stimulations se mêlent, s'entremêlent et se cristallisent en une unité perceptive inhabituelle, difficile à décoder. Il est dans l'incapacité de nommer ce qu'il ressent, de traduire en mots ces perceptions absentes de son répertoire. Le profane va s'éloigner des repères sécurisants de sa vie quotidienne, où il se sent protégé et où son corps se fait invisible, rituellement gommé par la répétition inlassable des mêmes situations et la familiarité des perceptions sensorielles. En éprouvant le milieu hospitalier, il va s'ouvrir à une autre culture sensorielle, à une autre manière de sentir et ressentir le monde. Il va devoir apprendre à sentir autrement, à toucher et regarder différemment, à entendre des bruits inhabituels et des discours surprenants. Mais face à une même réalité, chacun va l'interpréter à sa façon. Les étudiants n'éprouveront pas tous les mêmes sensations et ne donneront pas la même signification aux perceptions ressenties. Chacun est sensible à ce qu'il reconnaît, à ce qui le renvoie à son système de référence. Ces perceptions du monde soignant sont tributaires des cadres symboliques intégrés. La perception n'est pas la réalité mais la manière de sentir la réalité. Une sensibilité culturelle. Les perceptions ne sont pas l'empreinte d'un objet sur un organe sensoriel, elles sont socialement et culturellement façonnées. Leur interprétation est dépendante de la socialisation où nous intériorisons les règles et les normes régissant nos comportements en société en conformité au processus de civilisation décrit par Norbert Elias.
Tout homme chemine dans un univers sensoriel lié à ce que son histoire personnelle a fait de son éducation. Nous percevons le monde selon nos codes et nos schèmes de perception acquis par l'éducation et la culture, déterminant ainsi un champ de possibilités du visible et de l'invisible, du tactile et de l'intouchable, de l'olfactif et de l'inodore, de la saveur et de la fadeur, du pur et du souillé, etc. L'éducation détermine la sensibilité et participe à l'apprentissage du langage qui permet de nommer les saveurs, les couleurs, les sons, d'accéder à un langage commun pour échanger avec l'entourage sur ses ressentis. L'apprentissage des perceptions se forge au contact des autres et dans un contexte spécifique, elles ne sont pas immuables et peuvent s'ouvrir à d'autres connaissances. À tout instant, il est loisible de se défaire des routines sensorielles pour entrer dans d'autres apprentissages. David Le Breton illustre ses propos par une expérience en œnologie qui permet de dévoiler en quelques jours une infinité de nuances sensorielles que l'individu ne soupçonnait pas dans un verre de vin. Il est ainsi possible d'élargir son champ visuel et ses perceptions chromatiques, de développer son goût et d'affiner son toucher, de s'ouvrir à d'autres musiques et à d'autres sonorités. Les 5 sens, une hiérarchie fluctuante. Le partage des 5 sens en 2 groupes revient à Aristote. La vue et l'ouïe sont les sens de la distance, l'odorat, le goût et le toucher sont les sens proximaux. Cette partition a été reprise depuis par de nombreux chercheurs, certains pointant l'ambiguïté de l'odorat, à la fois sens de la distance et du contact car pouvant tout à la fois attirer l'individu dans une situation olfactive séduisante, ou bien provoquer le rejet et la volonté de s'en éloigner au plus vite si l'odeur agresse le nez. D'autres vont entretenir le débat philosophique sur le privilège accordé à la vue et l'ouïe, considérés comme des sens nobles car préservés du contact immédiat avec la matière. Le toucher est reconnu comme seul sens indispensable à la vie, sens de la réciprocité impliquant une interaction avec l'autre. La portée sociologique des sens a été analysée par Georg Simmel qui accorde le primat à la vue et à l'ouïe, sens que l'auteur considère comme les plus utiles car favorisant le partage et le lien que chaque acteur social cherche à tisser. Simmel confère la plus haute valeur sociologique à l'œil, médiateur de toutes les liaisons, et caractérise l'oreille des organes égoïstes, qui n'a pas la réciprocité de l'œil et qui en contrepartie, ne peut se détourner ou se fermer comme l'œil, et est condamné à prendre tout ce qui s'approche d'elle. Les autres sens font pâle figure et tout spécialement l'odorat qu'il qualifie de sens désagrégeant ou antisocial par excellence. Pour le sociologue, l'odorat génère de la répulsion. L'odeur peut davantage provoquer des répulsions que provoquer des attractions. La pleine reconnaissance des sens comme objet d'étude académique a été lente et tardive, et tout particulièrement pour l'odorat, longtemps considéré comme un sens inférieur, un sens animal trop proche de la sexualité. Lorsqu'Annick Le Guéret soutient sa thèse en anthropologie en 1988 sur l'odorat et les odeurs, son sujet a été mal accueilli car considéré comme tabou. En 2003, Pascal Lardelier fait le constat d'une carence dans les recherches en sciences de l'information et de la communication, comme si l'acte de communication se bornait à parler, à regarder et à écouter, alors que l'odeur constitue un vecteur de communication à part entière. Aujourd'hui, les interdits et les tabous sont presque levés, les 5 sens sont au cœur des recherches en communication. L'intérêt pour la vue et l'ouïe est toujours présent avec l'usage massif des écrans, le toucher est à l'étude sous son angle haptique et complètement désincarné. L'odorat et le goût sont valorisés dans leur dimension de bien-être et de plaisir, favorisés par le jeunisme ambiant du XXIe siècle. Après avoir porté principalement sur l'ouïe et la vue, l'intérêt des neurosciences se déplace désormais sur les sens proximaux, sur le système olfactif et l'encodage de ses récepteurs. L'odorat, sens de l'intime sans lequel toute communication perd de sa saveur, se trouve ainsi valorisé après sa longue relégation et sa discréditation. Les travaux portant sur les odeurs et les fragrances attestent du rôle socialisant de l'olfaction. De nouvelles pratiques font leur apparition dans les hôpitaux. Après la musicothérapie, l'olfactothérapie permet la rééducation des patients atteints de troubles neurologiques par les odeurs. Le soignant dispose de tout un kaléidoscope sensoriel au travers duquel il va percevoir le corps à soigner, et vivre l'expérience sensorielle sous ses multiples formes. Tous les sens sont sollicités, ils sont indissociables,
mais pour une meilleure compréhension, nous les aborderons un par un afin de mieux les saisir tout en précisant les liens qu'ils entretiennent entre eux. 1. L'odorat. L'odorat apparaît comme le sens prédominant à l'hôpital. De tous les sens sollicités dans le rapport au corps à soigner, l'odorat est celui qui est le plus souvent abordé lors des entretiens que nous avons menés auprès des étudiants à leur retour de leur premier stage. Dans la hiérarchie soignante, il est le numéro 1, et c'est par lui que nous ouvrons le chemin des sens. Bien que placé en 3e position dans l'ordre classique d'énumération des 5 sens, l'odorat vient après le regard et l'ouïe, mais avant le goût et le toucher. Il occupe la dernière place de la hiérarchie sensorielle pour la plupart des individus. Dans la hiérarchie des sens, l'odorat ne pèse guère. La surdité ou la cécité sont généralement considérées comme des infirmités. L'anosmie n'entre pas vraiment dans cette catégorie. Les hommes rêvent parfois d'un 6e sens, et pourtant, en réalité, il semblerait s'accommoder de n'en avoir que 4. Pour la majorité des philosophes, l'odorat est le dernier sens en valeur et en intérêt. Il provoque plus de désagréments que d'agréments. Kant le considère comme le sens le plus ingrat, mais néanmoins le plus indispensable. Il qualifie l'odorat de sens antisocial, car à l'inverse du goût où l'homme décide d'ingérer quelque chose, l'odorat exclut cette liberté car dans la majorité des cas, nous percevons une odeur sans le vouloir. Pour le philosophe, l'odeur est contraire à la liberté en raison de son asservissement à la respiration qui interdit de s'en soustraire. Elle envahit celui qui la sent, pour le meilleur ou pour le pire. Si la plupart des philosophes ont un regard négatif sur l'odorat, Nietzsche met en évidence toutes ses potentialités. Tout mon génie est dans mes narines. Pour lui, le flair est une arme de raison, d'analyse et d'observation. L'odorat se met au service de la sagesse. Hubertus Tellenbach avancera plus tard les mêmes arguments. Pour le psychiatre, le flair constitue un instrument privilégié d'approche clinique et psychologique. Le nez est symbole de clairvoyance, de discernement et d'intelligence, car il permet de prévoir et d'anticiper. Il est un instrument de connaissance subtile, et joue un rôle critique dans la vie quotidienne. L'éducation de l'odorat dans le silence olfactif. Tous les professionnels de la petite enfance reconnaissent l'importance de la dimension olfactive dans la relation mère-enfant. C'est par l'odeur que le nouveau-né entre en communication avec sa mère, dans les premières heures de vie terrestre. Il cherche et trouve le mamelon maternel, lequel devient vite son centre d'intérêt exclusif. À travers le sein et l'odeur de sa mère, il intériorise des sensations et découvre le monde. L'enfant est aussi attiré par le tissu imprégné de l'odeur maternelle qui lui communique des informations sur son environnement prénatal. L'odeur calme ses pleurs et diminue le stress de la naissance. Cette disposition naturelle tend à disparaître assez rapidement avec la socialisation. L'olfaction de l'enfant sera éduquée dans le registre raffiné des odeurs artificielles des savons et autres lotions parfumées que sa mère va utiliser pour laver son corps. Des lessives qui effaceront les odeurs âcres de régurgitation de ses bavoirs. La mauvaise odeur n'a pas toujours été rejetée. Il fut une époque où les excréments et les urines étaient répandus partout dans la ville, du fait de la rareté des latrines. Les odeurs imprégnaient les maisons et les rues, mais n'incommodaient guère les individus. Leur moralisation n'était pas à l'ordre du jour. La sensibilité olfactive va se modifier à la fin du XVIIIe siècle. La puanteur des villes devenant insupportable, les savants vont se mobiliser pour venir à bout de cette insalubrité et neutraliser les mauvaises odeurs. Alain Corbin retrace dans son ouvrage Le miasme et la jonquille les épisodes de cette hyperesthésie qui modifie en profondeur la sensibilité olfactive de nos sociétés, et amorce un processus qui n'a cessé de monter en puissance. Les remaniements successifs de l'univers olfactif ambiant ont progressivement abaissé les seuils de tolérance, jusqu'à ne plus tolérer du tout les odeurs. Un silence olfactif pèse désormais sur nos sociétés occidentales. Les odeurs naturelles sont absorbées par des déodorants qui créent une uniformisation de nos champs olfactifs, et les conduites d'hygiène corporelle ne sont plus motivées uniquement par le souci d'éradiquer les microbes. La propreté du corps est inscrite dans des normes sociales. Lorsque nous nous lavons, nous obéissons à une impulsion motrice fondée sur le conditionnement et rationalisée par des motivations hygiéniques.
Nos sociétés occidentales sont inondées de produits de soins parfumés pour le corps, ou de parfums d'ambiance pour les lieux de vie, qui tendent à gommer toutes les odeurs naturelles pouvant être perçues comme désagréables. L'odeur imprime d'une tonalité particulière un rapport au monde. Elle donne envie de s'y installer à demeure ou de le fuir, elle incite à l'abandon ou à la méfiance, elle induit l'inquiétude ou la détente. Les mauvaises odeurs sont traquées de façon systématique, et cette répression est particulièrement sensible en ce qui concerne les odeurs corporelles. Les odeurs de sueur et d'haleine vont être masquées par des artifices olfactifs plus agréables. On neutralise l'odeur ou on parfume le corps pour le rendre acceptable à l'appréciation des autres. La publicité stigmatise les exhalaisons corporelles dont elle invite à se débarrasser, grâce à de nombreux déodorants et désodorisants. Le tabou qui s'élève contre les odeurs corporelles oblige l'individu à effacer sa propre odeur au profit d'une autre plus artificielle. Le contrôle des odeurs personnelles est une préoccupation de la plupart des individus. Enfermé dans une bulle olfactive, chaque acteur social a du mal à tolérer l'intrusion d'une odeur corporelle autre que la sienne, à l'exception de celle de son partenaire dans le cadre d'une relation amoureuse. Ce qui vient du corps prête toujours au soupçon, et l'odeur peut représenter un danger pour l'entourage au même titre que les situations d'entre-deux mises à jour par Mary Douglas, le danger de la contagion. Chaque corps a son odeur qui lui est propre et renvoie à son animalité. Le corps vit, transpire, excrète et de ce fait sent. L'odeur est à la fois notre complice et notre traître. Elle raconte une histoire. L'odeur parle la mort, l'amour, la vie, le sexe, la peur. L'odeur parle de tout et nous relie à notre corps. L'odeur du corps renvoie à tout un imaginaire social. L'odeur tissée d'imaginaire. L'imaginaire social est fort. Rousseau ne disait-il pas de l'odeur qu'elle est le sens de l'imagination? Corbin a montré comment elle pouvait véhiculer des perceptions maléfiques, telles que la putréfaction, l'eau croupie ou encore celle de la mort. L'odeur forte et nauséabonde est associée au risque de mettre en péril la santé de ceux qui l'inhalent, car elle signifie la maladie. La relation entre mauvaise odeur et maladie est très forte. Empesté signifie à la fois infecté de maladies contagieuses et infecté de mauvaises odeurs. Au siècle des Lumières, chacun est convaincu que l'haleine fétide est contaminante. L'odorat relie la maladie et l'appartenance sociale. Les pauvres sont accusés de sentir mauvais et de propager la peste, ils sont alors isolés et mis à l'écart. L'odeur concrétise les risques, et la puanteur alerte d'un danger de contamination. L'olfaction joue un rôle essentiel dans la définition du sain et du malsain, jusqu'aux découvertes de Pasteur qui donnent congé au miasme et renvoient les mauvaises odeurs au seul inconfort et non plus à la crainte de la maladie. Le scientifique innocentera l'odeur en identifiant les germes comme responsables. L'odeur informe sur une réalité. Sentir une odeur putride se dégageant d'un aliment ne nous incite pas à le manger. Elle est également tributaire de tout un imaginaire marquant fortement notre perception et nos jugements. L'odeur d'une personne malodorante ne nous incite pas à nous en approcher. Les représentations sociales et toute la symbolique associée aux odeurs imprègnent notre contexte hospitalier. Certaines perceptions olfactives sont particulièrement prégnantes. Les odeurs du corps des sans domicile fixe, du cadavre ou de la personne très âgée. Elles participent d'une stigmatisation de celui qui est perçu comme différent, parce qu'il sent autrement. L'odeur comme stigmate. L'odeur stigmatise l'individu et donne au corps un soupçon d'étrangeté. Le discours social stigmatise les odeurs qui sont forcément celles de l'autre suspectée d'un manque d'hygiène. La représentation d'une personne sentant mauvais est dépréciative dans nos sociétés occidentales. Le repérage olfactif va s'accompagner d'un étiquetage ou d'un marquage. On dira d'une personne dégageant une forte odeur corporelle qu'elle est négligée et qu'elle pourrait se laver. Cette caractéristique va entraîner l'inférence d'attributs stéréotypés et, ce qui n'est au départ qu'une variation parmi d'autres, devient le reflet d'une entité. La puanteur physique accompagne nécessairement dans les imaginaires sociaux la puanteur morale. L'odorat est un sens fort de la discrimination, et peut ainsi être source de rejet de l'autre. Je ne le sens pas. La désignation olfactive confère un statut moral à celui qui en est l'objet. À la motivation hygiénique s'ajoutent les motivations sociales et morales. La propreté du corps participe au maintien d'un contrôle social,
elle est de l'ordre du devoir. Pour tenir les odeurs à distance, il a fallu les moraliser. On a substitué à un caractère esthétique une instance morale, au nom de l'hygiénisme. Ne dit-on pas ça sent bon ou mauvais, au lieu de dire ça sent beau? L'odeur se mêle de morale, et les mots qui parlent d'odeur sont souvent moralisateurs. Le monde est opposition entre le bien et le mal, et les odeurs n'échappent pas à cette division. Les odeurs sont bonnes ou mauvaises. L'homme en bonne santé a une bonne odeur, et celui qui est malade sent mauvais. On retrouve également cette dichotomie, liée à l'âge de l'individu. Chaque âge de la vie revêt une odeur bien distincte. L'odeur de l'enfant est qualifiée de bonne, tendre et douce, alors qu'à l'autre extrême de la vie, l'odeur de la personne âgée est jugée comme déplaisante, difficile. Même lavé, le corps vieux sent mauvais, ça sent le vieux dans les EHPAD. L'odeur du nouveau-né est inimitable selon les propos d'une puéricultrice qui en parle ainsi. Lorsque j'étais en néonat, service de néonatologie, j'adorais sentir la peau des bébés qui arrivaient de la maternité, cette odeur caractéristique ne se faisait sentir que quelques heures seulement. Je pense que c'est le vernis qui sentait cela, une bonne odeur doucereuse indéfinissable et incomparable. L'odeur fraîche du corps jeune est pensée en opposition à l'odeur dégradée du corps usé. L'atmosphère olfactive de l'hôpital. À l'hôpital, l'univers olfactif est un mélange de produits aseptisants, de sang, de sueur, d'odeurs corporelles. L'enchantement des odeurs agréables prôné par la société fait place au désenchantement des odeurs corporelles qui inondent les unités de soins. Tout un commerce d'odeurs artificielles a fait son apparition à l'hôpital, entraînant le remaniement de son univers olfactif. L'eau de Javel, largement utilisée autrefois car symbole de propreté, a laissé place à une nouvelle génération de produits décontaminants à l'odeur se voulant plaisante pour l'usager. Les neuroscientifiques ont démontré l'impact des odeurs ambiantes sur l'humeur. Certaines odeurs sont capables de diminuer le stress ou d'abaisser le sentiment d'insécurité en atténuant l'intensité d'une odeur plus déplaisante. Les industriels l'ont bien compris et parfument les espaces selon leurs usages. À l'hôpital, les espaces communs sont parfumés et les odeurs sont neutralisées pour les rendre acceptables au nez des usagers. L'odeur de l'hôpital est caractéristique, elle imprime une ambiance, ça sent l'hôpital. En pénétrant dans ses murs, on s'attend à sentir ces odeurs qui mélangent les produits d'entretien et de la maladie. Ces odeurs sont de circonstance, l'alliance olfactive prépare les esprits selon des attentes spécifiques, et chaque service a son odeur comme une signature. Les salles de bloc opératoire sentent le propre, mais aussi l'odeur de viande grillée, qui correspond à la coagulation des chairs par le bistouri électrique. Les services de néonatologie exhalent l'odeur doucereuse du vernis, les unités gériatriques sentent la mort. Les mots de l'odeur. Les perceptions sensorielles relèvent d'abord d'une orientation culturelle, laissant une marge à la sensibilité individuelle, chacun percevant sa réalité selon son histoire de vie. À chacun ses odeurs, à chacun ses sensibilités, mais ce qui fait consensus, c'est la difficulté à traduire en mots les ressentis. Les odeurs sont une forme élémentaire de l'indicible. Platon relevait déjà toute la difficulté à désigner de façon précise les odeurs, seule une distinction affective de plaisir ou de désagrément pouvait les distinguer. Si la vue et l'ouïe, sens considérés comme supérieurs par les philosophes, sont dotés d'un vocabulaire spécifique étendu, le vocabulaire olfactif est pauvre. Il est difficile de décrire une odeur, de symboliser ce ressenti éminemment subjectif dans son identification ou dans son évocation. Dans les langues occidentales, aucun vocabulaire propre ne désigne une odeur dans sa spécificité, contrairement par exemple à certaines langues africaines où le lexique olfactif est précis. Dénommer l'odeur relève plutôt de jugements de valeur, ça sent bon ou mauvais, de l'écho d'un autre sens, ça pique les yeux, une odeur sourde, ou de l'évocation d'autre chose, ça sent le cochon grillé, l'odeur de pomme rainette. La référence à une odeur appelle souvent la métaphore, ça ne sent pas la rose, ou l'euphémisme, une charmante petite odeur, ça picote le nez. L'euphémisation permet de minimiser la brutalité de l'expérience olfactive. Les mots utilisés pour parler des odeurs s'apparentent aussi à ceux d'un récit de combat. J'ai été assailli par l'odeur lorsque je suis rentré dans la chambre. Ou d'une agression, l'odeur vous attaque, ça vous agresse le nez. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.